Il y a un bijou au Victoria and Albert Museum de Londres qui fige les gens sur place. Exposé derrière sa vitre, une vigne de platine sinueuse ornée d'émeraudes, de rubis et de saphirs sculptés. Des feuilles et baies éclatantes qui scintillent comme si elles étaient vivantes. On l'appelle le bandeau Cartier Tutti Frutti Mountbatten, créé en 1928 pour l'une des femmes les plus célèbres de la planète. Elle s'appelait Edwina Mountbatten. Si vous voulez comprendre l'icône derrière ce bijou incroyable, il faut remonter le temps. Loin des salons dorés, directement dans un pensionnat d'Eastbourne où une fillette de 12 ans écrivit seule une lettre désespérée à son grand-père. « Viens me chercher, mon cher grand-père, si tu m'aimes un tant soit peu. » C'était sa prison dorée. Une riche héritière solitaire signait là sa première rébellion. Edwina Cynthia Annette Ashley vit le jour un 28 novembre 1901. Dans un monde éclatant en surface, mais terriblement vide à l'intérieur. Son père était un député conservateur, bien plus passionné par la politique que par ses propres filles. Sa mère était la fille unique de Sir Ernest Cassel, un banquier d'origine allemande qui finançait les rois de toute l'Europe, devenant ainsi le plus proche confident du roi Édouard VII. À ses 9 ans, sa mère mourut de la tuberculose, laissant une blessure à jamais ouverte. Son père se remaria avec une femme ayant presque le même âge qu'elle. Une belle-mère qui la considérait comme gênante et l'envoya vite en pension. Edwina résumait cette période en 2 mots: un enfer total. Heureusement, ce mot envoyé à son grand-père bouleversa son destin. Sir Ernest Cassel décida de l'installer chez lui, à Brook House, sa gigantesque demeure de marbre située sur Park Lane. Un domaine si somptueux qu'une gouvernante y travaillait uniquement pour s'occuper des vases de fleurs. À Brook House, Edwina fut complètement métamorphosée. Elle devint l'hôtesse favorite de l'un des hommes les plus puissants du pays, apprenant à briller au milieu des princes et des riches héritières américaines, comme si tout lui appartenait. Et c'était presque le cas. Brookhouse fut sa toute première initiation au monde des joyaux. Élevée parmi les animaux de Fabergé et les boîtes d'or, elle apprit à maîtriser les codes secrets du grand luxe. Elle comprit comment les couleurs, le poids et l'éclat d'une pièce parlaient d'eux-mêmes. En septembre 1921, Cassel mourut, léguant tout à son unique petite fille. En un instant, Edwina devint ce que la presse qualifiait de plus riche héritière du royaume. Elle avait à peine 19 ans. C'est grâce à leur lien commun avec la famille Vanderbilt qu'elle fit la rencontre du charmant Lord Louis Mountbatten, un séduisant descendant de la reine Victoria, lié à toutes les couronnes d'Europe. Mais il lui manquait cruellement d'argent. Et ce qui manquait à Edwina, c'était ce prestige de la noblesse que l'argent n'achète pas. Tout le monde comprit immédiatement la véritable nature de cette union. L'alliance parfaite entre l'argent frais et la noblesse d'antan. Le mariage a lieu le 18 juillet 1922 à l'église Sainte-Marguerite de Westminster. Le prince de Galles y officie comme témoin. George V y assiste. 6 mois de lune de miel autour du globe. Royauté espagnole, magnat de Manhattan, Mary Pickford et Charlie Chaplin à Hollywood. C'est durant ce voyage qu'Edwina comprend qu'elle n'est pas qu'une simple hôtesse fortunée. C'était une star. De retour à Londres, son style affirme son statut. Silhouette élancée, cheveux sombres et un regard en amande oscillant entre malice et provocation, elle adopte la nouvelle mode avec une assurance totale. Jupe courte, robe en biais et cheveux au carré. Les journalistes de mode la classent parmi les femmes les mieux habillées du monde. Ses bijoux évoluent aussi, délaissant les lourds diamants de l'époque victorienne pour l'art déco, fait de lignes nettes, couleurs vives et mouvements. En novembre 1928, elle pousse la porte de Cartier Londres et s'offre une pièce absolument unique. Le bandeau Tutti Frutti des Mountbatten. Une couronne de platine ornée de feuilles et baies de rubis et d'émeraudes indiennes gravées. Complété de saphirs, ce bijou estimé à 900 livres célèbre la naissance de sa cadette, Pamela. Porté bas sur le front pour sublimer sa coupe au carré. Ou alors transformé en 2 magnifiques bracelets. Des salons londoniens aux terrasses de Méditerranée, c'est sa signature incontestée. Audacieux, coloré, moderne, mais serti de gemmes gravées selon une tradition indienne ancestrale. Plus ancienne que sa monture de platine Cartier. Mais derrière l'éclat des bijoux et des photos, se cache une femme habitée par une insatisfaction chronique et profonde. Un ami le note clairement. Pour Edwina, il manquait toujours quelque chose, sans jamais savoir quoi ni où le chercher, mais elle était bien décidée à le découvrir. Union libre, amant secret, scandale et prix de la liberté. En apparence, le couple Mountbatten offre un véritable conte de fées. Leur domaine de Broadlands accueille Winston Churchill ou Noel Coward, mais aussi Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks Jr., le prince de Galles et Madame Simpson. Mais le cœur de Dickie appartient à la Royal Navy.
Reparti en mer, il laisse Edwina seule et dérive dans Londres. Elle avait déjà surmonté le délaissement affectif durant l'enfance. Elle refuse catégoriquement d'endurer cela une nouvelle fois. Les liaisons commencent très tôt. Elle s'entoure de ceux qu'elle surnomme secrètement ses Jinx. Un défilé incessant d'admirateurs, sportifs, aristocrates, artistes et hommes d'affaires américains. Pour la haute société londonienne, c'est un secret de polichinelle. Une anecdote de cette époque est devenue légendaire. Une femme de chambre affolée accueille Edwina au retour de ses courses. Monsieur Gray attend au salon de réception. Monsieur Sanford est à la bibliothèque, Monsieur Ted Phillips au boudoir. Le seigneur Portago patiente à l'antichambre, et je ne sais plus quoi faire de Monsieur Molineux. Edwina, dit-on, est restée totalement imperturbable. Quand Dicky apprit cette première liaison, il fut terrassé. C'est là que nous découvrons leur étonnant pragmatisme. Trop célèbres pour divorcer, ils avaient des enfants, des devoirs. Et à leur façon, si complexe, ils s'aimaient. Pas d'une passion dévorante, mais d'une amitié profonde, solide, qu'aucun d'eux n'était prêt à sacrifier. Ils scellèrent ce que leur fille Pamela nomma un modus vivendi. Chambre à part, amour secrète, discrétion absolue en public et une tolérance mutuelle incroyable. De plus, les historiens révèlent que Mountbatten n'était pas en reste. Son biographe Andrew Loney prouva qu'il avait ses propres aventures, entretenant des liaisons aussi bien masculines que féminines. Dicky résuma plus tard la situation avec ironie. Ils avaient passé leur mariage dans le lit des autres. À cette époque, les célèbres bracelets Tutti Frutti, alors démontés, renaissent en 2 magnifiques cascades de gemmes colorées, habillant Edwina dans les casinos de la Côte d'Azur et les soirées de Manhattan. C'est l'armure étincelante d'une femme qui a pris une décision forte. Si le monde entier s'obstine à la regarder, elle brillera selon ses propres règles. Mais parmi toutes ces liaisons, l'une d'elles provoqua un scandale retentissant, dévoilant au grand jour la terrible hypocrisie de cette aristocratie anglaise qu'elle dominait. Leslie Hutchinson était un pianiste de cabaret antillais. Il était incroyablement talentueux et raffiné, le chouchou du prince de Galles et l'icône des clubs huppés du Londres des années 30. Mais c'était aussi un homme noir au sein d'une élite, qui imposait des règles terriblement strictes sur la mixité et les fréquentations. Edwina se lança dans une liaison passionnée qu'elle ne chercha même pas à cacher, allant jusqu'à l'embrasser en public en lui nouant une écharpe en mousseline. Elle le combla de présents luxueux signés Cartier, dont, selon certaines rumeurs, un objet intime incrusté de joyaux précieux. En 1932, le journal The People publia un article à peine masqué, visant une aristocrate surprise en posture compromettante avec un homme de couleur. Le palais força Edwina à porter plainte. Elle s'exécuta et gagna. Blanchie par la justice, elle retrouva ses salons, son statut intact. Pour Hutch, en revanche, ce scandale brisa définitivement sa carrière. Les contrats s'envolèrent, sa gloire s'estompa, et il ne s'en remit jamais. Il paya le prix fort, là où Edwina, protégée par sa fortune, s'en sortit indemne. Regardons de plus près cette part d'ombre de son histoire. De voir que cette femme, future héroïne des camps de choléra auprès des plus démunis, profitait dans sa vie intime d'un privilège absolument intouchable. Leurs filles, Patricia et Pamela, grandirent dans une opulence insolente. Entourées de trains en argent, d'animaux exotiques et de gouvernantes, mais cruellement privées d'une présence maternelle. Edwina adorait ses filles par intermittence, mais fuyait sa vie en voyageant pendant des mois entiers. Pamela décrit ses longs séjours à l'étranger avec ses compagnons, déposant une fois ses enfants dans un grand hôtel européen, oubliant ensuite totalement lequel. Bunny Phillips, l'un de ses amants les plus fidèles, devint si présent que les filles l'appelaient oncle et le voyaient comme un second père. Malgré sa révolte contre l'abandon subi durant sa propre enfance, Edwina reproduisait parfois ce même schéma avec ses propres filles. Un bijou unique domine ces années de transition, le diadème Mountbatten. Pour le couronnement du roi George VI en 1937, à l'abbaye de Westminster, Edwina exigeait une tiare d'une splendeur absolue. La pièce choisie avait été façonnée à Paris, chez Chaumet, un modèle d'inspiration indienne au diamant rond serti sur du platine, créé pour une ambassadrice belge, puis revendu d'occasion chez Cartier à Londres. Ses origines exactes ne furent confirmées qu'au XXIe siècle, grâce à des recherches d'archives pour l'exposition Chaumet en Majesté, retrouvant la commande d'origine. Il fut vendu chez Sotheby's en 2002 pour près de 150 000 livres. Sous les voûtes de Westminster, ce passé n'importait plus guère. La foule ne voyait que Lady Mountbatten, resplendissante, ses diamants étincelants aux bougies, incarnant à la perfection la grande dame de l'aristocratie britannique. Oubliée l'héritière délurée des années 20 ou la coqueluche des potins mondains.
À 35 ans, elle arborait le protocole avec autant d'assurance que la haute couture. La guerre éclaterait 2 ans plus tard, et le chapitre le plus crucial de son existence n'avait pas commencé. L'Inde, Nehru et les joyaux d'un amour tardif. En mars 1947, Louis Mountbatten fut nommé dernier vice-roi des Indes, avec la lourde tâche de restituer le joyau de la couronne à son peuple. Lorsqu'il atterrit à Delhi avec Edwina, ils découvrirent un sous-continent au bord du gouffre. En tant que vice-reine, Edwina présidait des dîners d'État illuminés par 1000 lanternes dans les jardins. Mais elle avait acquis une solide expérience durant la guerre, devenant surintendante en chef de la brigade d'ambulance Saint-John, inspectant les hôpitaux et les décombres, réclamant des vivres. Désormais, elle appliquait cette même énergie débordante face à une crise humanitaire sans précédent. Lors de la partition en août 1947, les retombées furent apocalyptiques. Des millions de personnes durent fuir, abandonnant tout derrière elles. Des trains entiers arrivaient à quai, remplis de cadavres. 1 million de personnes allaient périr en 10 semaines. Edwina s'impliqua sur le terrain, parcourant les camps de réfugiés et dispensaires de fortune, parfois sous escorte militaire, parfois seule, luttant pour l'eau propre et les campagnes de vaccination, usant du reste de l'autorité britannique pour ouvrir les portes fermées par 2 siècles de rancœur. Un collaborateur se souvient: elle était tout simplement merveilleuse. Elle s'entendait presque mieux avec les femmes qu'avec les hommes, ce qui en dit long. Durant ces années, son célèbre bandeau Tutti Frutti et ses bracelets restèrent clos dans leurs écrins. À son cou ne brillaient que des perles, une simple broche et ses insignes officiels. Ses vraies parures de vice-reine étaient cette croix de Saint-Jean sur sa poche, et cette pile de dossiers serrés entre ses mains. Mais l'Inde lui offrit enfin ce qu'elle cherchait désespérément, dans les salons mondains, les casinos et les boudoirs feutrés de Mayfair depuis toujours. Jawaharlal Nehru avait 57 ans. Il était veuf. Toute son énergie émotionnelle était vouée à l'indépendance de l'Inde. Il était cultivé, idéaliste et élégant. Mais derrière le costume du Premier ministre se cachait une profonde solitude. Dès leur première rencontre dans les grands salons de Delhi, une étincelle jaillit. Un lien si évident que personne ne parvenait à le nommer. Une intensité vibrante, bien loin du protocole rigide et des cérémonies officielles. Leur complicité devint si forte que leurs lettres intimes, lues des décennies plus tard par Pamela, prouve qu'il s'agissait d'un amour profond. Pamela X, dans son livre de mémoire Fille d'Empire, affirme que malgré l'intensité de leur passion, leur relation ne fut probablement jamais charnelle. C'était une connexion hors du temps, une fusion pure de 2 esprits complices, 2 êtres complexes qui avaient enfin reconnu en l'autre ce qui leur manquait tant. Nehru lui écrivit « Tu m'as laissé un sentiment de paix et de bonheur. » Elle répondit « J'ai détesté te voir partir ce matin. » Mountbatten acceptait la situation, s'asseyant souvent avec eux sur la terrasse de la résidence, sa présence servant de couverture parfaite pour protéger cet amour qui devait rester secret. Peut-être comprenait-il que leur lien unique n'enlevait rien à la loyauté de son épouse, bien qu'il fût lui-même incapable de lui offrir une telle intensité. Pour Edwina, cet amour balayait tous ses anciens flirts passagers. Nehru n'avait que faire de sa fortune et de ses bijoux extravagants. Il aimait son esprit vif, son courage et sa profonde compassion. Elle, qui avait cherché pendant des décennies un idéal sans nom, venait enfin de le trouver chez l'homme le plus inattendu, au cœur d'une époque d'un chaos absolu. Après 1948, leur histoire changea, mais ne s'éteignit pas. Edwina retournait en Inde chaque année, s'écrivant en secret par-delà les continents. Et c'est précisément durant ces dernières années que se dessine l'histoire de son tout dernier grand bijou. Vers 1950, elle acquit un collier, à l'opposé complet de son exubérant bandeau de l'ère du jazz, présenté chez Sotheby's en 2021, comme une somptueuse couronne articulée de feuilles d'émeraude sculptées. Un verre d'une profondeur absolue, une forme végétale dénuée de toute agitation, mais une force tranquille. Sagesse, patience et éternité. Il s'est vendu pour plus de 107 000 livres sterling. Là où le bandeau Tutti Frutti respirait la couleur et la jeunesse audacieuse, la couronne d'émeraude ornait une femme ayant connu la splendeur et le chagrin, et qui avait enfin trouvé une version d'elle-même qu'elle reconnaissait. La même vente de Sotheby's dévoila 2 éléphants d'or et d'émail de Jaipur, le corps serti de gemmes, gravé simplement, pour Edwina de Dickey, un cadeau de Lord Mountbatten pour leurs 24 ans de mariage. Ils furent adjugés pour 34 020 livres, 14 fois leur estimation. Une union pourtant marquée par un accord libre, des liaisons multiples, des scandales publics et des drames intimes. Dickey tint pourtant à célébrer leurs noces avec ces 2 petits éléphants d'or façonnés dans le pays qui avaient bouleversé leur vie, gravés de la signature la plus intime de son nom. À leur façon, étrange et hors norme, ils avaient réussi à s'entendre. Les funérailles en mer et les lettres. En février 1960,
Edwina s'éteignit dans son sommeil à Bornéo, lors d'une mission humanitaire à 58 ans. On la retrouva entourée par les lettres de Nehru. Dans une vie pourtant remplie de diamants, d'émeraudes et de gemmes indiennes ciselées, c'est une simple liasse de lettres écrites de la main d'un homme, qui dirigeait l'une des plus grandes nations au monde, qu'elle choisit de garder tout près d'elle jusqu'au bout. Elle reçut des obsèques maritimes depuis un destroyer de la Royal Navy dans la Manche, tandis que des fleurs parsemaient l'eau grise, 2 couronnes furent jetées à la mer. L'une venait de Mountbatten, l'autre était une couronne de soucis, offerte par Nehru, transportée par un navire militaire indien qui avait traversé l'océan exprès. Les 2 hommes ayant partagé la vie d'Edwina jetèrent leurs fleurs ensemble dans la même tombe d'eau. Dans la galerie de bijoux Bollinger du V&A, le bandeau Tutti Frutti arrête toujours les visiteurs nets. Un éclat saisissant. Feuilles d'émeraude ciselées, baies de rubis et saphirs tressés sur du platine et du diamant, scintillant, comme si ces pierres précieuses gardaient la tiédeur du poignet et du front qu'elles ont jadis paré. Mais voici ce que la légende ne vous dit pas. Celle qui le portait n'avait que 9 ans à la mort de sa mère, et personne n'est venu. Elle en avait 12 lorsqu'elle écrivit, désespérée, à son grand-père. Riche héritière à 19 ans, unie à la royauté à 20 ans, célèbre et en quête de sens pendant 30 ans, avant de trouver dans un pays déchiré. Et dans les mots d'un veuf solitaire, ce qu'aucun de ses diamants n'aurait pu lui offrir. Les bijoux d'Edwina Mountbatten subsistent, comme le témoignage le plus vibrant de son destin à travers le temps. Le bandeau Tutti Frutti raconte la rebelle des années folles, la Tiare Chaumet, la grande dame de l'élite. La couronne d'émeraude, celle d'une femme qui avait partagé équitablement sa vie entre gloire et tragédie. Les éléphants de Jaipur évoquent un amour ayant survécu à l'empire qui les unit. Ces pièces sont magnifiques, mais la femme qui les portait était bien plus fascinante que ses propres trésors. Plus de 60 ans après cette sépulture marine, elle reste pourtant l'une des femmes les plus extraordinaires qu'ait produit l'âge d'or britannique. Imparfaite, intrépide, éternellement en quête, et au bout du compte, magnifique. Edwina Mountbatten a vécu une vie qui défie tout jugement unanime. Et c'est peut-être cela qui la rend si profondément inoubliable. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Admirez-vous son immense courage ou êtes-vous troublé par le prix payé par autrui pour sa liberté? Croyez-vous qu'elle ait enfin trouvé ce qu'elle cherchait si ardemment? Chez Nehru? En Inde? Dans l'engagement? Et si vous pouviez lui poser une seule question? Quelle serait-elle? Partagez vos impressions dans les commentaires juste ci-dessous. Je lis absolument chaque commentaire. Si les destins comme celui d'Edwina vous inspirent, ces histoires de femmes bien plus complexes, plus courageuses et tellement plus humaines que la grande histoire ne le dit, vous êtes ici chez vous. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains chapitres, car tant d'autres femmes absolument incroyables attendent encore d'être révélées. Et croyez-moi, nous ne faisons que commencer.